Bonjour chers amis et bienvenue dans le vidéo numéro 3 de la série consacrée au logiciel Geneator. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'interface principale qui est en somme le cœur du logiciel autour duquel gravitent toutes les autres fonctionnalités. Dans la page d'ouverture, je double-clique sur l'un des fichiers pour me rendre directement à l'interface. Alors, comme vous le voyez, c'est beaucoup plus rapide maintenant, car dans la vidéo précédente, j'ai éliminé tous les fichiers d'information qui, une fois lus, ne sont plus nécessaires dans l'opération normale à l'avenir, quoi. Dans l'interface, il est évident que nous avons ici de la matière pour 2 vidéos. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne verrons que la description de l'interface, réservant la manipulation des détails pour un prochain vidéo. En haut de la page, vous reconnaissez sans doute l'entête permanent dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Vous savez que cette entête vous suit dans toutes les pages où vous allez, de sorte que vous pouvez toujours revenir à un endroit précis en cliquant sur l'un des boutons de cette entête. Plus bas à gauche, dans une case jaune, vous avez le nom du fichier en cours. Vous verrez que c'est très utile quand on passe fréquemment d'un fichier à l'autre. Et à droite, dans une autre petite case jaune, vous avez toujours le nombre d'individus contenus dans le fichier en cours. La page de l'interface se divise en 3 étages, comme vous voyez. L'étage du haut contient les parents des individus principaux. L'étage du centre contient évidemment les individus principaux eux-mêmes. Et l'étage du bas contient leurs unions, car chacun des individus principaux peut avoir plusieurs unions que vous verriez ici en bas dans l'étage inférieur. Alors, comme vous voyez, la fiche de l'un des individus ici est entourée d'un cordon. Car c'est lui, en ce moment, qui est le personnage actif de l'interface. Cela veut dire que les parents qui figurent à l'étage supérieur sont les siens. C'est pourquoi ils sont éliminés en bleu. Et les unions qui figurent à l'étage inférieur sont les siennes. C'est pourquoi elles sont éliminées en bleu. Mais avec un simple clic sur le bouton rouge intitulé Côté actif, que vous voyez dans la fiche de la conjointe, on change tout le système d'un seul coup. C'est maintenant la fiche de la conjointe qui est entourée d'un cordon. C'est donc elle qui est le personnage actif de l'interface. Par conséquent, les parents qui figurent à l'étage supérieur sont les siens et ils sont illuminés en rose, alors que les unions qui se trouvent à l'étage inférieur, et elles pourraient en avoir plusieurs, sont les siennes et elles sont illuminées en rose. Alors, comme vous voyez, il est simple et rapide de passer d'un côté actif à l'autre. Je vous le montre. Alors, je clique ici et vous voyez tout de suite que le cordon a changé de côté. Et je clique de l'autre côté et vous voyez que le cordon a également changé de côté. Maintenant, où sont les enfants du couple formés par les individus principaux? Pour avoir accès à la page des enfants, on doit cliquer sur le bouton rouge qui se trouve à droite du cadre de l'union. Vous le voyez ici. C'est normal car les enfants sont toujours reliés à une union en particulier. Et il pourrait y avoir plusieurs unions ici. Alors, il faudrait cliquer sur l'union dont on veut voir les enfants, quoi. Alors, je clique sur cette union-ci. Et j'arrive à la page des enfants qui en contient 5, comme vous voyez, et qui sont classés par ordre chronologique selon
leur date de naissance. Alors, c'est pourquoi les dates de naissance sont très importantes, car elles permettent de classer les enfants par ordre chronologique. Et vous voyez le bouton ici, en ordre chronologique. Vous avez aussi le bouton en ordre alphabétique, mais c'est assez rare qu'on s'en sert. Mais au moins, vous l'avez à votre disposition. Qu'arrive-t-il si nous voulons ajouter un enfant qui n'est pas dans la liste? Alors, vous voyez en haut de la page, il y a deux boutons ici avec le signe plus et le signe moins. À droite du titre enfant additionnel. Alors, je clique sur le bouton plus et vous voyez que qu'un cadre additionnel s'est ajouté à la fin de la liste. Et vous voyez même que le nom de famille du père s'est inscrit automatiquement. Remarquez que si vous voulez changer le nom de famille, ici, vous pouvez le faire très facilement dans le cas d'un enfant adopté ou pour quelque raison que ce soit. Mais d'une manière générale, Geniator fait automatiquement toutes les opérations qui peuvent être faites automatiquement. Alors, avant de l'oublier, je vais enlever ce cadre qui n'a pas sa place ici et je vais l'enlever en cliquant sur le bouton avec le signe moins. Et je vais enlever spécifiquement celui qui a un cordon. C'est celui-là qui est actif. C'est important parce que il ne faut pas se tromper et enlever le cadre d'un enfant existant. Alors, je suis sûr que ce sera le bon cadre qui va être enlevé. Je clique ici et voyez, il est disparu. Maintenant, au centre de l'écran, vous voyez deux belles personnes ici, deux jumelles, Marie-Pierre et Pierrette, qui sont nées à la même date et à 10 minutes d'intervalle. Alors, l'une est née à 4h17 et l'autre à 4h27. Alors, ce détail, sachez qu'il fait les délices des gens qui s'occupent d'astrologie. Ils comprennent maintenant pourquoi ces personnes ont des personnalités ou des carrières assez semblables. En revanche, nous connaissons d'autres personnes, d'autres jumeaux qui sont nés même à plusieurs heures d'intervalle et qui ont quand même des différences plus marquées dans leur personnalité ou leur carrière. Alors, que vous croyez à l'astrologie ou pas, quoi qu'il en soit, vous noterez que vous ferez plaisir à beaucoup de personnes si vous prenez l'habitude d'indiquer l'heure de la naissance des enfants. Et cette information est facilement accessible maintenant puisque les enfants naissent à l'hôpital, ce qui n'était pas le cas anciennement. À gauche de l'espace photo, je dis l'espace photo parce que parfois il n'y a pas de photo. Vous voyez une flèche rouge qui est très importante. Elle vous permet de transférer l'enfant en question à l'interface principale. Cette fois, je vais choisir l'aîné de la famille qui s'appelle Paul. Et je vais le transférer dans l'interface principale. Et vous le voyez ici en compagnie de son épouse Solange. Et vous voyez aussi que ses parents sont montés à l'étage supérieur, à l'étage des parents. J'en profite pour vous mentionner que lorsqu'on veut ajouter des photos, c'est toujours dans l'interface principale et à l'étage des individus principaux qu'on ajoute des photos. Alors, sachez-le pour les autres individus que vous aurez dans vos propres fichiers à l'avenir. Maintenant que nous avons en place 3 générations, je vais en profiter pour passer rapidement d'une génération à l'autre grâce au système de flèches rouges et bleues que vous voyez en haut de l'écran.
Quand vous ne savez pas comment fonctionne un système de flèches, vous cliquez sur le point d'interrogation qui se trouve à côté ici, et alors on va vous dire très clairement que la flèche rouge fait descendre d'une génération tous les individus qui se trouvent dans l'interface. Et la flèche bleue fait monter d'une génération tous les individus qui se trouvent dans l'interface. Et je vais en faire l'expérience pour vous, afin de vous montrer que c'est très efficace. Je clique sur la flèche rouge et vous voyez que Denis et Yvette redescendent à l'étage des individus principaux et que leurs parents, que les parents de Denis sont revenus à l'étage supérieur. Et je clique sur la flèche bleue et vous voyez que Paul et Solange sont revenus à l'étage des individus principaux et que Denis et Yvette sont remontés à l'étage supérieur. Ceci veut dire que si vous avez dans votre fichier 20 générations, vous pouvez les voir toutes en les faisant défiler devant vos yeux grâce à ce système de flèches qui est très efficace, comme vous voyez. Cependant, il ne faut pas confondre ce système de flèches ici en haut avec l'autre système de flèches qui est ici au centre. Car ce sont deux systèmes complètement différents qui ont des buts complètement différents. En cliquant sur le point d'interrogation du système central ici, vous voyez que vous voyez l'explication. Et je vous la résume. Ces flèches ne servent qu'à faciliter le visionnement de l'interface dans les petits écrans. Par exemple, ceux des ordinateurs portatifs ou plutôt portables, et parce que dans l'écran des ordinateurs portables, vous ne voyez habituellement que l'étage supérieur avec les parents, ici, et l'étage du centre des individus principaux. Vous ne voyez pas toujours les unions ici, surtout quand il y en a plusieurs. Donc, grâce à la flèche bleue que vous voyez ici, vous pouvez faire monter les unions afin qu'elles apparaissent dans l'écran. Mais alors, les parents disparaissent. C'est toujours l'un ou l'autre. À l'inverse, si vous cliquez sur la flèche rouge, les parents vont réapparaître. Quand on est habitué à utiliser ces flèches, cette opération devient très fluide et pratique. J'en fais ici l'expérience pour vous, bien que vous ne verrez pas la différence, étant donné que je dispose ici d'un grand écran. Mais ceux qui ont un petit écran, eux, vont en voir la différence et vont comprendre l'utilité de ce système ici. J'en fais l'expérience devant vous. Alors, je clique sur la flèche bleue et vous voyez, s'il y avait plusieurs unions ici, vous les verriez, mais à ce moment-là, vous ne verrez pas les parents. Vous cliquez sur la flèche rouge et les parents reviennent et à ce moment-là, s'il y a plusieurs unions ici, vous ne les verrez pas. Donc, après un peu de pratique, vous allez être d'accord que ces flèches ici sont très rapides et très efficaces. Je fais maintenant descendre Denis et Yvette à l'étage des individus principaux pour vous montrer d'autres éléments de cette interface. Les flèches que vous voyez en dessous de la photo de Denis vous indiquent qu'il existe d'autres photos pour cette personne. Je clique sur une flèche et je vous en montre quelques-unes. Vous avez celle-ci
celle-là, celle-ci, et enfin, vous avez une photo du temps où Denis allait à l'école. Ce sont des photos très intéressantes car elles permettent de montrer l'aspect physique des personnes au fur et à mesure qu'elles avancent en âge. Souvent, une personne ressemble à son père à tel âge, par exemple. C'est assez remarquable et vous entendez souvent des commentaires de ce genre. Cependant, je dois faire attention pour ne pas montrer la photo d'un individu à l'âge du temps de l'école à côté de la photo de son épouse qui est à l'âge adulte. Dans l'arbre généalogique en particulier, de telles photos, l'une à côté de l'autre, seraient plutôt disparates. Je reviens donc à la photo qui me semble la meilleure, c'est-à-dire celle-ci, et je la verrouille de la façon suivante. Je clique dans la petite case au-dessus de la photo et le petit crochet que j'inscris dans cette case indique que ce sera toujours cette photo qui reviendra sur le dessus de la pile dans l'interface. C'est donc dire que si vous allez voir d'autres photos et que vous oubliez de revenir à la photo principale, ne vous en faites pas, elle reviendra à cet endroit automatiquement. Et c'est aussi celle qui apparaîtra dans l'arbre généalogique. Donc, il n'y aura pas d'erreur à ce propos. Maintenant, comment fait-on pour ajouter ou retirer des photos? Vous voyez les signes plus et moins au-dessus de l'espace photo. Alors, cliquez sur le plus pour aller chercher une photo dans votre ordinateur à un endroit que vous connaissez. Et cliquez sur le signe moins pour enlever une photo que vous ne désirez plus voir dans l'interface. C'est aussi simple que cela. Alors, ici, vous voyez qu'en informatique, on préfère toujours indiquer les dates de naissance du plus grand vers le plus petit, c'est-à-dire l'année, le mois, le jour et l'heure, si on la connaît. Quant à l'endroit de la naissance, en bas ici, on se doit d'être le plus précis possible, et beaucoup plus précis qu'on l'était anciennement. Ainsi, les noms des villes sont toujours présentés avec les subdivisions auxquelles elles appartiennent à l'intérieur d'un pays. Et c'est comme ça pour tous les pays du monde, donc c'est assez intéressant. Anciennement, on indiquait le nom d'une ville sans vérifier qu'un nom identique existait dans le département voisin. Et trop d'erreurs se sont produites à cause de cette négligence. De plus, lorsque de petits villages disparaissent à cause d'une fusion, ils sont encore plus difficiles à retracer si on ne les a pas bien localisés dès le début. Alors, avec le système de Geneator, l'erreur d'homonymie n'existera plus. C'est donc un très grand avantage. Dans le cas de Denis, on voit ici qu'il est né dans la ville de La Prairie et dans la MRC, qui veut dire Municipalité régionale de comté, dans la MRC Roussillon, ici, qui est l'équivalent d'un département, qui est l'équivalent d'un arrondissement, et ici, dans la Montérégie, qui est l'équivalent d'un département, et enfin, dans la province de Québec, qui est l'équivalent d'une grande région, en France ou en Belgique, par exemple, et finalement dans le pays qui est le Canada. Le nom de l'hôpital qui n'est pas indiqué, comme vous voyez, la case est en blanc, est vacante. Disons qu'à l'époque de la naissance de Denis, les gens naissaient à la maison et non pas à l'hôpital. Mais
Quant à l'endroit de son décès, que vous voyez ici, le nom de l'hôpital est indiqué dans la case où normalement on inscrit le lieu dit. Dans la case du lieu dit, lorsqu'il s'agit d'un hôpital, on ajoute le code H.espace. Et lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une église ou d'une paroisse, on ajoute le code P.espace. Alors, ce sont des codes comme ça qui facilitent la reconnaissance des lieux dits. Changeons maintenant le côté actif et cliquons sur le bouton rouge à cet effet dans la fiche de la conjointe Yvette. Alors, je clique une autre fois sur ce fameux bouton rouge. Si Yvette avait eu plusieurs unions au cours de sa vie, comment aurions-nous pu représenter cette situation? Alors, au-dessus du cadre, vous voyez encore une fois, le même système, deux boutons avec le signe plus et le signe moins, à droite du titre Nouvelle Union. Alors, je vais cliquer sur le signe bleu. Et voilà, un autre cadre s'est ajouté. Et vous voyez que la fiche de Denis s'est vidée pour pouvoir inscrire le nom d'un autre conjoint. Alors, je me dépêche d'enlever. Et puis, évidemment que le nom, à ce moment-là, s'inscrira automatiquement dans ce cadre ici en bas, dans le cadre additionnel. Et je m'empresse évidemment de l'enlever parce que c'est une union qui n'existe pas. Alors, je clique, et vous voyez, c'est celle-là ici qui est entourée du cordon. Alors, je clique sur le bouton moins et elle disparaît et automatiquement, Denis revient dans la case du conjoint. Au grand plaisir d'Yvette, évidemment. Dans le cas où il y a plusieurs unions, on peut ne vouloir montrer qu'une seule union en particulier. Par exemple, l'union à laquelle sont rattachés les enfants. Ceci est pratique quand on veut accéder très souvent à la page des enfants. Alors, en haut des fiches centrales, il y a un petit cadre avec l'option suivante pour ne voir que l'union choisie. Alors, en cliquant sur la petite flèche ici, vous voyez qu'on pourrait choisir Union 1, U1, U2, U3, U4, U5, U6. C'est ce que vous verrez dans la fiche du peintre Paul Gauguin qui a eu 6 femmes. Alors, mais habituellement, il n'y a que quelques unions et vous pouvez, et c'est complètement facultatif, vous pourriez ne voir qu'une seule union si c'est cela que vous désirez. Si vous voulez revenir à la situation antérieure, vous cliquez sur le nom ici, et puis, alors toutes les unions vont réapparaître de nouveau comme c'était antérieurement. Quand on parle d'options, il s'agit évidemment de facilités qui vous sont offertes, mais que vous pouvez très bien ne pas utiliser. Une autre option existe ici, et c'est celle que vous pouvez obtenir avec les boutons couple M et couple F. En cliquant sur l'un de ces boutons, vous pouvez témoigner d'une relation homosexuelle. Alors, comme vous voyez, ce logiciel est très moderne et s'adapte aux nouvelles réalités d'aujourd'hui. Alors, il est temps d'achever cette vidéo.
je crois vous avoir fait une assez bonne description de l'interface principale du logiciel. Mais le plaisir ne fait que commencer, car nous n'avons pas encore vu comment créer et manipuler tous les détails de cette interface. C'est ce que nous ferons dans un prochain vidéo que je vous invite à voir le plus tôt possible, afin que tout reste bien ancré dans votre mémoire. Alors sur ces mots, je vous dis à bientôt et au revoir.